Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée au spectacle du ciel nocturne. En ce mois d'avril 2023, Cyril Birnbaum, Sébastien Fontaine et moi-même vous conseillons d'observer Mercure et Vénus, visibles au crépuscule en début de mois, avec comme point d'orgue le 11 avril. Ce jour-là, Mercure atteint sa plus grande élongation et Vénus passe près des Pléiades. Saturne, qui surplombe la Lune le 16 à l'aube. Les étoiles filantes Lyrides, attendues dans la nuit du 22 au 23 avril. La Lune encore, qui passe près de Vénus le 23. Et l'astéroïde Iris, qui passe à l'opposition le 30. Nous commenterons chacun de ces événements, nous dirons aussi un mot sur l'éclipse de soleil qui aura lieu en Océanie le 20 avril, et comme chaque mois bien sûr, Sébastien nous relatera un événement astronomique du passé, Cyril nous proposera un conseil photo, et nous découvrirons leur coup de cœur en fin d'émission. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, chaque mois nous débutons cette émission avec votre chronique. Vous nous invitez généralement à nous pencher sur le passé de cette belle science qu'est l'astronomie, ou les sciences spatiales d'ailleurs, et je crois que c'est le thème de votre chronique aujourd'hui, l'espace. Exactement, on va fêter ou évoquer le 50e anniversaire de l'envoi de la sonde Pioneer 11. Donc le couple Pioneer 10 et 11, vous savez, c'est ce grand programme d'exploration spatiale qui a débuté en 1958, la création de la NASA, et c'est un programme qui a généré l'envoi d'une vingtaine de sondes, dont les plus connues sont donc la 10 et la 11. Et l'objectif de ces missions, c'était de partir à l'exploration du système solaire un peu lointain, essentiellement en direction de Jupiter, puisque à l'époque on n'avait pas dépassé l'orbite de Mars. Et donc Pioneer 10 est lancé en 1972, Pioneer 11 en avril 1973. Donc il y a tout juste 50 ans. Et donc l'objectif principal de ces sondes était bien sûr de collecter un grand maximum d'informations dans l'espace interplanétaire, mesurer le champ magnétique dans le milieu, mesurer également l'intensité du vent solaire à mesure qu'on s'éloignait de notre étoile. Toute chose totalement inconnue à cette époque-là. Ah oui, complètement, oui. C'est vraiment la première fois qu'on part aussi loin finalement de la Terre et du Soleil. Pioneer 10 en mars 72 sera la première sonde à traverser la ceinture d'astéroïdes, et à l'époque il y avait des enjeux parce que la ceinture d'astéroïdes on la connaissait finalement assez mal. On redoutait que la sonde soit détruite lors du passage de la ceinture d'astéroïdes. On a tous en tête un petit peu les images à la Star Wars, on doit slalomer entre les astéroïdes. Bon, on en est loin dans la réalité. On sait que ça n'est pas comme ça que ça se passe. On sait que c'est pas comme ça, mais à l'époque le doute était permis quand même. Star Wars n'était pas encore passé par là, et donc c'est en partie ce qui a motivé la création des deux sondes finalement, puisque on estimait à 10% les chances de perdre Pioneer 10, et donc on s'est dit on y va, on fait un doublé, et puis on va recouper un petit peu les informations, et tant qu'on y est, Pioneer 11 on va la faire partir un petit peu plus loin que Jupiter. Et donc la 11 va atteindre Saturne bien sûr, et là aussi c'est la première fois qu'on va survoler Jupiter et Saturne avec les premières images couleurs et toutes les collectes d'informations, notamment autour du champ magnétique de Jupiter. On va essayer de voir s'il y a des aurores boréales, on les soupçonnait à l'époque, là on va vraiment les révéler. Et donc ces sondes spatiales, puisque c'est la première fois qu'elles vont même finir par quitter le système solaire, puisque Pioneer 10 va partir, elle part d'ailleurs actuellement en direction de l'étoile Aldébaran. Alors faut pas s'exciter, je vois Nicolas qui se demande à quel moment on va partir. On va atteindre Aldébaran, c'est pas avant 2 millions d'années, et du coup cette sonde spatiale, on va lui apposer, vous savez, cette fameuse carte postale de la Terre, en partie confectionnée par Carl Sagan, où on voit la sonde, un personnage, un homme, une femme, nu, effectivement nu, avec, on l'a déjà évoqué à ce micro, avec toutes les proportions gardées. Vous vous rappelez, c'est fascinant quand même cette plaque de Pioneer où, comme le dit très bien Cyril, l'homme et la femme ont les attributs finalement qui ont été moyennés sur des centaines finalement de sondages.
Et donc, du coup, être humain. Donc on a un homme moyen, une femme moyenne. Exactement, avec toutes les proportions. Les deux levant un bras pour dire bonjour, bien sûr. Oui, et ne se tendant pas la main, je crois, pour pas qu'on imagine, pour pas que les extraterrestres imaginent que l'on est une seule. Oui, voilà. Parce que, comme vous le dites, effectivement, le but de cette plaque, c'est finalement d'éventuellement faire un petit coucou à des extraterrestres qui pourraient tomber sur cette sonde et puis dire, voilà, en gros, où on est. Mais ça, c'est vraiment l'anecdote. Donc voilà, 50 ans que ces sondes sont parties. Les contacts ont été perdus récemment. Le dernier contact qu'on ait eu avec Pioneer 11, c'était en 1995. Et quant à elle ne part pas vers le Taureau avec Aldébaran, mais plutôt en direction de la constellation de l'Aigle. Sébastien, tu parlais des photos quand la sonde est passée à côté de Saturne. Et il y a une histoire que André Braic racontait qui m'a toujours fait marrer. Il racontait qu'en fait, la NASA avait voulu éditer une carte postale d'une des images de Saturne. Et en fait, l'imprimeur, quand il a vu l'image, donc il y avait bien Saturne, mais il y avait un petit petzouille sur le côté là. Donc il a retiré. Sauf que le petzouille, c'était un des satellites de Saturne. Donc une découverte qui est passée à l'as. Oui, c'est vrai les sondes ont également survolé les satellites et révélé les premières images. Mais je ne connaissais pas l'anecdote. On salue André Braic, bien sûr, qui nous écoute où qu'il soit. On passe aux événements célestes de ce mois et on commence avec cette opportunité d'observer les deux planètes internes du système solaire, donc Mercure et Vénus, en ce début de mois. Cyril, si on regarde vers l'ouest dans le ciel du soir, on peut actuellement contempler Mercure et Vénus, c'est ça? Enfin, en tout cas, Vénus et Mercure. Oui. Vénus était évident. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a encore 15 jours, un mois, on ne voyait pas du tout Vénus et Mercure, mais on voyait plutôt Vénus et Jupiter. Ouais, très beau spectacle. Et elles se rapprochaient en début de mois tous les soirs, au début du mois de mars. Et puis, tout doucement, on a eu Vénus qui continuait à monter dans le ciel à la tombée de la nuit, et puis Jupiter qui plongeait vers le Soleil, donc qui a commencé à disparaître. Là, on la voit déjà plus en ce début de mois. Et au même moment, en fait, on a Mercure qui est en train de monter, qu'on voit commencer à monter. Donc là, c'est plus compliqué à voir. Il faudra être sur l'horizon ouest, bien sûr, vous l'avez dit. Et puis surtout, il faut attendre que le soleil se couche, que les lueurs du soleil partent. Et à ce moment-là, vous verrez un petit point. Alors c'est assez facile en fait, parce que c'est une magnitude 1. Là. Enfin, c'est facile. C'est une magnitude 1 et dans cette zone-là, il n'y a pas d'étoile de cette magnitude-là. Donc si vous voyez au ras de l'horizon ouest un petit point lumineux, c'est nécessairement Mercure. Et le point qui est beaucoup plus haut, il est 20 degrés au-dessus, là, c'est là vraiment un phare, c'est Vénus. Bien Donc sûr. Vénus, très très facile à observer, Mercure plus compliqué. C'est l'occasion peut-être de rappeler que ces deux planètes les plus proches du Soleil sont évidemment très chaudes, mais alors ce qui est amusant, c'est que Vénus est plus chaude que Mercure, alors que Vénus est un peu plus éloignée du Soleil. Oui, c'est vrai que naturellement, on a envie de dire plus une planète est près, plus elle est chaude. C'est-à-dire qu'on les mettrait dans l'ordre, en quelque sorte. On a envie. Il y a une petite subtilité. Alors ça, on s'en doute avec la Terre. C'est-à-dire qu'il y a une température moyenne qui doit être dans les 20-23 degrés, un truc comme ça. Et c'est lié à l'atmosphère. Pour Mercure, Vénus, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que Mercure est très très proche du Soleil et elle a une autre particularité. La particularité, c'est que contrairement à la Terre qui a une inclinaison de 23 degrés sur l'écliptique, là elle est quasiment pas inclinée. C'est-à-dire qu'elle tourne perpendiculairement à sa révolution, au plan de révolution. Donc ça veut dire que comme elle n'est pas inclinée, il y a des zones, je sais pas, par exemple au fond des cratères, qui vont être tout le temps dans l'ombre, jamais éclairées. Forcément. Donc dans ces zones-là, on doit être à moins 190 degrés, un truc comme ça. Et en dehors de ces zones, en plein cagnard, on est à 430 degrés. Ouais, gigantesque, parce qu'on est très près du Soleil. Parce qu'on est très près du Soleil, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, et donc on est en plein cagnard, quoi. Si maintenant vous regardez Vénus, ça a une autre particularité. Donc là, en fait, sa principale particularité, c'est surtout que comme elle a dû être bugnée par un astéroïde ou un truc, enfin au moment de la formation, son axe de rotation est complètement à 180 degrés, enfin un peu moins, donc elle est un petit peu inclinée, mais pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'elle, la révolution est la même, c'est-à-dire que toutes les planètes tournent autour du Soleil dans le même sens, mais par contre sa rotation, donc sur elle-même, est complètement à l'opposé des autres, quoi. Donc Vénus tourne un petit peu bizarrement déjà, mais surtout à une grosse atmosphère qui est principalement du dioxyde de carbone et à 80% du dioxyde de soufre.
Donc ça veut dire qu'on a des pluies d'acide, on a une pression pas possible qui est 90 fois supérieure à la pression atmosphérique sur Terre. Ça veut dire que c'est comme si vous étiez 1000 mètres sous l'eau, quoi. Donc une pression gigantesque en surface. Donc au final, il y a un effet de serre qui est monstrueux. Et vous avez une température qui doit être de l'ordre de 460 degrés en moyenne sur Vénus. Ce qui fait que Vénus est plus chaude que Mercure alors qu'elle est bien plus loin du Soleil. Merci pour ce petit cours sur l'effet de serre et donc ce qu'on essaye d'éviter sur Terre, dit en passant, parce que c'est effectivement le CO2 qui explique cette température monstrueuse sur Vénus. On passe à l'observation du 11. Vénus toujours passe à 2 degrés de l'amas des Pléiades. Sébastien, comment on profite de ce phénomène ? Déjà, on va regarder en direction de Vénus. Donc, comme le disait Cyril, toujours l'astre le plus éclatant du ciel. Rappelez-vous, Vénus, c'est le 3e corps céleste le plus lumineux, après Soleil et Lune, bien sûr. Et donc, Vénus à 2 degrés de l'amas des Pléiades, ça veut dire 4 fois le diamètre apparent de la Lune. Donc, c'est vraiment tout à côté. Les Pléiades, cet amas d'étoiles situé à environ 400 années-lumière de nous, constitué principalement d'étoiles jeunes. En moyenne, elles ont une centaine de millions d'années. Les plus jeunes, Méropée par exemple, c'est à peu près 20 millions d'années, ce qui veut dire que ce sont des étoiles qui, pour certaines, n'existaient pas à l'époque des dinosaures. Et si ces grosses bestioles observaient les étoiles, eh bien, celles-ci ne les voyaient pas, puisque les étoiles en question n'étaient pas encore apparues. À l'œil nu, dans les Pléiades, on va observer entre 0 et 12 étoiles, ça dépend de vos yeux, de la qualité du ciel, de la hauteur également des Pléiades par rapport à l'horizon. Avec une paire de jumelles, on va compter quelques centaines d'étoiles, peut-être jusqu'à 400, 500, mais on estime à 3000 les étoiles qui constituent réellement cet amas ouvert, donc situé dans la constellation du Taureau. Une très belle cible quand on débute l'astronomie. Complètement. Il y a aussi la photo, je pense que Cyril va nous en dire un petit mot, mais c'est vrai qu'à l'œil nu c'est parfaitement visible. Avec une paire de jumelles, on prend vraiment conscience du nombre d'étoiles qui peuplent les Pléiades, et au télescope c'est absolument fabuleux, puisque les étoiles sont très brillantes à l'oculaire, souvent d'un bleu vraiment très vif, très, très pétant si j'ose dire, et c'est vraiment une des cibles de choix quand on débute en astronomie, mais également quand on pratique l'astronomie tout court, puisque c'est une cible très facile à identifier et qui fait toujours plaisir à voir. Et donc ce rapprochement Vénus-Pléiade, est-ce qu'on peut le photographier ? Oui, ça vaut le coup de le faire là, parce que avec un appareil de base, tout est très lumineux là, donc c'est quand même assez facile. C'est-à-dire que si vous avez juste un pied photo et un téléobjectif de 180-200 mm, vous allez avoir tout en même temps. Et si vous commencez à vous amuser à faire plein de photos, c'est-à-dire que vous additionnez photos de quelques secondes sans qu'il y ait de bouger, vous pouvez après, avec des logiciels, les additionner. Et si vous êtes un peu plus expert, on va dire, et puis surtout en dehors des lumières des villes, vous aurez peut-être la nébulosité autour des Pléiades. Très bien, donc essayez d'observer et pourquoi pas de photographier ce rapprochement entre Vénus et les Pléiades le 11. On passe au 16 avril. Joli spectacle à l'aube avec Saturne cette fois-ci et un croissant de lune à l'est. On parlait de photos, est-ce que c'est une scène qui vaut le coup d'être photographiée, Cyril ? C'est-à-dire que c'est pour les lève-tôt quand même là, c'est chaud. C'est-à-dire que le Saturne se lève vers 5h30 le matin, donc là bon, faut attendre un petit peu. Il va falloir être prêt entre 6h et 6h30. La Lune est éclairée à 20%, donc on va avoir une belle lumière cendrée, effectivement. Et puis on aura à 4 degrés Saturne qui sera à côté. Donc vous serez presque au ras de l'horizon, donc pas très haut au-dessus de l'horizon, donc ça vaut le coup d'avoir le premier plan et d'avoir cette luminosité, donc cette lumière cendrée avec cette lune un petit peu éclairée. Donc là, il va falloir prendre un petit téléobjectif, peut-être un 50, plutôt un 100 mm et faire ce qu'on appelle du bracketing, c'est-à-dire trouver la bonne valeur pour garder, parce que c'est comme ça que c'est joli. La bonne valeur d'exposition, c'est ça. La bonne valeur d'exposition. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'avoir les lueurs donc crépusculaires, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit peu de rouge, de bleu jusqu'au ciel, pour qu'il y ait un dégradé de couleurs qui soit plutôt joli. Et donc on peut photographier ça depuis la ville, la campagne, est-ce qu'il y a un endroit ? Aucune importance, vous l'aurez partout, c'est-à-dire qu'il faut voir le bon côté, le bon horizon dégagé pour arriver à voir donc le phénomène.
Très bien, on va passer on va dire un mot quand même sur cette éclipse de soleil le 20 avril. Alors on est peu concerné en France, elle sera visible aux antipodes de l'Australie à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et ce sera une éclipse hybride. Alors je me suis dit que c'était peut-être l'occasion, Sébastien, d'expliquer ce que c'est qu'une éclipse de soleil hybride, parce qu'on connaît les totales, on connaît les partiels et les hybrides, c'est quoi, un mélange des deux? Oh, c'est presque ça. Wow. C'est comme les glaces hybrides, chocolat vanille, etc. Non, mais d'accord. Nicolas va couper. Donc les éclipses hybrides. Alors, effectivement, il y a les éclipses de soleil, les partiels, les annulaires font partie des éclipses partielles un peu particulières. Vous savez que la distance Terre-Lune n'est pas toujours constante, tout comme d'ailleurs la distance Terre-Soleil. Et donc, les conditions d'éclipse ne sont jamais toujours les mêmes. Et donc, vous avez parfois, vu depuis la Terre, le diamètre apparent de la Lune qui va plus ou moins pouvoir recouvrir le disque apparent du Soleil. Et voilà, quand la Lune est très proche, son diamètre apparent nous paraît plus gros, donc elle va bien cacher l'étoile. Elle peut le cacher assez longtemps, au maximum 7 minutes d'occultation. Donc les éclipses totales de soleil ont une durée maximale théorique d'environ 7 minutes. Et puis parfois, vous avez par malchance la Lune qui se trouve un peu trop loin de la Terre. Les conditions d'éclipse sont réunies, l'alignement est là, c'est-à-dire que l'alignement Terre, Lune, Soleil est bel et bien présent. Mais la Lune étant un petit peu trop loin, son diamètre apparent nous semble trop petit pour masquer complètement le Soleil. Et là, on aura une éclipse annulaire de Soleil. Parfois, puisque pendant l'éclipse les mouvements ne s'interrompent pas, la Terre continue de tourner sur elle-même et de tourner autour du Soleil, la Lune de tourner autour de la Terre, vous avez les paramètres orbitaux qui sont changeants et donc le diamètre apparent de la Lune aussi, ce qui fait que vous pouvez avoir en début d'éclipse une situation où l'éclipse va être annulaire et puis en milieu d'éclipse où la Lune est un peu plus près de la surface de la Terre, l'éclipse est totale. Et bien dans ces configurations-là, on peut parler d'éclipse hybride où vous avez, en fonction de l'endroit où vous allez être sur Terre, sur la bande de totalité, une éclipse annulaire ou totale. Là, pour l'exemple qui nous intéresse, vous faites bien de le dire, l'éclipse se passe très très loin de la France métropolitaine. Toujours est-il que Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, sera concerné par les phases partielles de l'éclipse à environ 30%, ce qui mérite bien sûr le coup d'œil, mais un coup d'œil protégé. On se souvient que l'observation du Soleil sans filtre adapté est extrêmement dangereuse, surtout dans le cas d'une éclipse partielle. Donc avec des lunettes éclipse, voire des filtres adaptés, on peut profiter du phénomène qui, à Nouméa, débutera aux alentours de 15h20, c'est le premier contact. Ça veut dire que la Lune commence à cacher le bord du Soleil. Le maximum, donc 16h17, c'est là où 30% du Soleil auront été occultés par la Lune. Et fin du phénomène, 16h09, au moment où la Lune quitte définitivement le limbe solaire. Et tout ça s'observe à une hauteur d'environ une vingtaine de degrés. Donc voilà, ça reste assez facile à observer. Je pense qu'il fera beau, j'espère qu'il fera beau ce jour-là. Et sinon, vous partez en Australie pour tenter de voir quelque chose de plus important qu'à Nouméa. Très bien. Et peut-être pour ajouter une chose, puisque vous avez dit que la Lune n'était pas toujours exactement à la même distance que la Terre, il faut savoir aussi que sur les temps longs, la Lune s'éloigne de la Terre. Et donc ce phénomène d'éclipse, dans le futur, il n'aura plus lieu. Je crois que c'est 3 cm par an la vitesse d'éloignement de la Lune. Ouais. Et on est dans une époque charnière, particulière. Donc il faut profiter, parce que c'est encore une chose en voie d'extinction que sont les éclipses totales de soleil. Ça vous amuse, on a encore un peu de temps quand même. Oui, exactement. Mais quand même, il faut quand même se dépêcher. D'ailleurs, l'éclipse la plus longue du siècle, rappelez-vous, c'était en 2009. Donc si vous ne l'avez pas vu, trop tard. C'était 6 minutes 59, c'est ça ? Un truc comme ça ? Je sais même plus. On n'était pas loin du maximum théorique, du côté de Shanghai. Et c'est pour ça que je me suis jamais encore déplacé pour aller voir une éclipse hybride. C'est que j'attends qu'il n'y ait plus que ça pour aller les voir. Ah oui. Ou alors prendre un avion avec le Concorde. On ressuscite le Concorde et on suit l'éclipse. Ça, c'est fabuleux. Gagne un peu. D'autres aventures. Allez, retour en métropole avec cette fois-ci les Lyrides. Alors les Lyrides, c'est un essaim d'étoiles filantes dont le maximum est attendu cette année dans la nuit du 22 au 23 avril. Cyril, c'est pas un gros essaim les Lyrides, mais pour maximiser ses chances de voir une étoile filante cette nuit-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut aller en dehors du ville, il faut sortir, il faut qu'il fasse beau. Donc il y a plusieurs critères déjà. En gros, la Terre rentre dans une zone où donc il y a ces petites poussières de la comète Thatcher qui peuvent rentrer dans l'atmosphère. Ça va se passer entre le 15 et le 28 avril. Le maximum, ça sera dans la nuit du 22 au 23. Il y a très peu de lune, elle est éclairée à 7%, elle se couche à 1h du matin, donc elle ne nous gênera pas du tout. Et la lyre se lève vers 22h, donc en
en milieu de, comme d'habitude, il faut attendre minuit pour être tranquille là, et vous regardez un petit peu partout. On s'attend à ce qu'il y en ait entre toutes les 5 à 10 minutes qu'il y en ait une, donc ça peut valoir le coup de regarder quand même. Si vous voulez apprendre en photo, c'est toujours pareil, trépied, et puis là c'est au petit bonheur la chance, c'est-à-dire que vous faites des pauses et puis vous recommencez une pause, et puis de temps en temps il peut y en avoir une qui passe. Là, le mieux c'est quand même de monter en sensibilité, d'ouvrir au maximum et d'avoir un objectif avec un grand champ pour avoir le plus de chances que ça passe devant l'objectif évidemment. Et pas à côté. Voilà. Derniers événements dont on peut parler ce mois-ci, le beau rapprochement entre la Lune et Vénus le 23 au crépuscule, il faut regarder vers l'ouest. Et le 30 avril, Sébastien, les plus aguerris pourront tenter de voir le petit astéroïde Iris. Est-ce que c'est difficile de voir un astéroïde ? Plus difficile que de voir Vénus et la Lune, ça c'est certain. À l'œil nu, l'observation des astéroïdes, on oublie évidemment. Une paire de jumelles, c'est quand même pas simple. Vaut mieux utiliser un instrument d'observation classique, lunettes d'initiation, télescope bien sûr. Après, c'est toujours la même chose. Observer un astéroïde, il n'y a rien de folichon sauf de dire je l'ai vu. Ce qui est intéressant, c'est de voir le mouvement souvent rapide des astéroïdes par rapport aux étoiles notamment, et surtout pour les mettre en évidence, parfois ce qui est chouette c'est d'attendre une occultation quand l'astéroïde passe devant une étoile. Eh bien ça met finalement en exergue sa présence finalement parce qu'il y a éclipse, occultation. Oui, et d'ailleurs à la fin on a organisé ce genre d'observation. On se souvient de l'occultation de je ne sais plus quelle étoile, mais par l'astéroïde Eurybat qui a été menée notamment par nos collègues à l'AFA. Pardon. Non, mais c'est toujours intéressant, puis aussi de recouper la mécanique céleste, de voir comment les gens talentueux arrivent à calculer avec précision les moments où les astéroïdes vont passer devant telle ou telle étoile, et en général les observations chronométrées par les astronomes souvent amateurs permettent de peaufiner finalement les théories des mouvements planétaires. Donc c'est vraiment important d'avoir ce type de suivi et d'observation. Cet astéroïde, il a été découvert en 1847 par John Russell Hind, un Anglais. C'est un découvreur d'une dizaine d'astéroïdes. Et justement, lors d'occultation en 1995 et 1997, on a pu estimer la taille de cet astéroïde. Voilà, on pense qu'il fait à peu près 200 km de diamètre. Cyril, je vous cède maintenant la parole. Donc chaque mois, vous nous donnez un conseil technique, une cible à ne pas rater, une astuce issue de votre expérience pour réussir une belle photo. Et parfois, c'est un conseil auquel je n'aurais pas vraiment pensé. On se souvient tous de vos chaufferettes qui étaient arrivées, qui étaient absolument magnifiques. En ce mois d'avril, de quoi allez-vous nous parler ? En fait, c'est le moment de ranger. Il refait de nouveau beau, et donc de ranger ses photos, par exemple. C'est-à-dire que vous avez tous, maintenant avec les boîtiers numériques, on a tous le même problème. C'est-à-dire que quand on a fait 10 000 photos, on redémarre à 1. Donc, c'est-à-dire que vous avez vous avez un double déjà sur votre disque dur, avec un risque d'effacer un des deux, forcément. C'est-à-dire qu'en général, il y a un suffixe qui est IMG ou DSC, et puis après, vous avez 0, 0, 0, 0, 0, 1, puis 0, 0, 0, 0, 2. Et à un moment, il va y avoir 9999. Et quand vous passez à 10 000, en fait, vous arrivez de nouveau à 0, 0, 0, 0, 1. Alors, il y a plusieurs solutions. Il y en a une que je trouve maligne, je vais vous la donner à la fin, mais dans les solutions possibles, vous pouvez changer le suffixe. C'est-à-dire que sur les boîtiers numériques, maintenant, le DSC, vous pouvez l'appeler, mettre deux ou trois autres lettres, voire plus, même de temps en temps, qui vous permet en fait de vous en sortir autrement, c'est-à-dire que de faire des nouveaux répertoires avec des nouveaux noms. Ce qui vous permet aussi de dissocier astronomie et photos de tous les jours, c'est-à-dire que vous pouvez déjà trier au départ. L'autre conseil qui est quand même assez pratique, c'est en fait de rajouter des mots-clés. C'est-à-dire que vos appareils photo vous permettent d'associer des mots-clés directement. C'est-à-dire que vous parliez de Eurybat, au moment où vous faites donc l'occultation, je risque pas de confondre ça avec mes vacances. Vous pouviez rajouter Eurybat, oui, il y a peu de chance, ou occultation. C'est-à-dire que ça vous permet de retrouver plus facilement, puisque en fait ces mots-clés que vous avez associés vont être dans les exifs de chaque photographie qui caractérise en fait chaque photo. Donc ça vous permet de retrouver. Et la meilleure astuce en fait est pour moi, la technique au moment où vous videz votre appareil photo, de renommer différemment. Et la meilleure solution, c'est année, mois, jour, et après un numéro.
En fait, c'est la meilleure solution. Donc un classement très classique finalement. Super classique. Ça marche toujours. Année. Ouais, et là, vous êtes sûr que vous ne retrouvez pas parce qu'il n'y aura pas de nouveau 2023. Non. Pas tout de suite. Et donc ça marche bien. Et il y a aussi une autre astuce en fait qu'il faut savoir sur nos ordinateurs, c'est qu'on peut renommer par lot les photos aussi directement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de les renommer une à une. C'est-à-dire que si vous prenez un paquet, vous pouvez lui redemander d'échanger en fait. S'il y a écrit donc DSC 599, vous pouvez la rappeler par un autre code en remettant la date, etc. directement par lot. Vous n'êtes pas obligé de le faire par photo, vous le faites par répertoire. Donc c'est assez pratique. Voilà. Très bien, donc n'oubliez pas d'organiser vos photos, toutes les belles photos que vous aurez fait cet hiver grâce au conseil de Cyril. Nous approchons de la fin de cette émission. Sébastien, Cyril, c'est le moment de dévoiler vos coups de cœur. Donc un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un astronome, pourquoi pas. Vous avez carte blanche comme chaque mois. Sébastien, c'est à vous de parler. Alors, le coup de cœur du mois, c'est l'exposition dédiée au Shadok qui va être présentée à Cherbourg, essentiellement au Planétarium Ludiver. Alors, on va se dire, mais les Shadok, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, certains s'en rappellent, d'autres vont découvrir. Donc, Jacques Rouxel, le créateur des Shadok, ces petites bestioles qu'on découvrait dans les dessins animés à partir de 1968. On n'était pas nés. On n'était pas nés. Voilà. Donc Jacques Rouxel et donc c'est le créateur des Shadok et de Cherbourg. Et donc rappelez-vous, les dessins animés à l'époque clivaient la France entière, les gens qui soit adoraient. Parce que c'est un petit peu irrévérencieux, parfois un peu drôle et très décalé toujours, parfois un peu trop d'ailleurs. Et puis d'autres personnes en France qui trouvaient ça, qui crient au scandale parce que c'était complètement débile. Voilà, donc il y a d'ailleurs dans l'exposition qui va être présentée prochainement, il y a des lettres de plainte de téléspectateurs de l'époque qui justement avec des mots très bien sentis font valoir le fait que c'est complètement idiot de présenter ça à la télévision française, n'est-ce pas? Et ce qui est très drôle, c'est que Jacques Rouxel est entouré de pas mal de bons copains et au bout d'un moment, le copain en question qui va répondre aux téléspectateurs mécontents, c'est Jean-Yann. Et donc les réponses de Jean-Yann sont assez croustillantes. Donc il y a des petites pièces, des petites pépites à lire aussi. Voilà, ça bâche sévère, comme on dirait aujourd'hui. Mais revenons un petit peu au Shadok. Donc les Shadok, vous avez dans le dessin animé pas mal d'astronomie finalement et d'astronautique. On est en 68, on est en pleine mission Apollo, enfin la préparation des missions Apollo. Et donc l'idée, c'est que vous avez les Shadok qui habitent sur leur planète, qui est très bizarre. C'est une planète plate, c'est étonnant. Donc il y a les Shadok du haut et les Shadok du bas. Et puis leurs ennemis toujours, les Ghibli, eux habitent sur une planète qui change sans cesse de forme. Et donc les deux races, les Ghibli et les Shadok, n'ont qu'une envie, c'est d'atteindre la Terre pour la coloniser. Et donc tout va tourner autour de comment atteindre la Terre avec les moyens scientifiques et techniques de leur univers, des finalement, Shadok. exactement des Shadok. Donc on présente les Shadok à l'univers et surtout ce que l'équipe a préparé, c'est justement de comparer un petit peu les technologies imaginées chez les Shadok et les réelles technologies développées sur Terre pour atteindre la Lune à peu près à la même époque. Et donc c'est tout ce parallèle évidemment qui va être mis en avant dans cette exposition qui va durer plusieurs mois à l'univers du côté de Cherbourg. Très bien, donc nous irons voir qu'est-ce qu'était la science spatiale des Shadok à l'univers à Cherbourg. Merci beaucoup Cyril, quel est votre coup de cœur? Je suis sûr que vous êtes comme moi de temps en temps sur votre boîte mail ou par SMS, vous recevez un message qui vous dit cliquez ici pour participer à tel ou tel truc. Ça vous arrive ou pas? Oui, évidemment. Bon, vous faites quoi vous? On ne clique pas. Ah, j'ai cliqué et je suis venu chez Ciel Espace. Aïe, 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 aïe. Alors ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que moi j'ai cliqué, mais le message venait de l'Association française d'astronomie. Ah il fallait cliquer, oui, pardon. Alors là, je pouvais cliquer. Alors là, je pouvais cliquer. En fait, c'était un tirage au sort pour gagner une place de concert. Et je l'ai pas reçu celui-là, moi. Ah oui, vous n'avez pas précisé que c'était un message de l'Association française d'astronomie. Oui, c'est ça. Il faut forcément cliquer. Oui, c'est ça. Là, on clique. D'ailleurs, on invite nos auditeurs qui ne sont pas inscrits aux newsletters de l'AFA ou de Ciel Espace à le faire parce qu'il y a plein d'infos extrêmement intéressantes. Et notamment, je le précise, éventuellement, quand ils sont abonnés, les dates des prochains podcasts qui sont réservés aux abonnés. Voilà, c'est la petite parenthèse. Donc, c'était une place pour un concert, le concert de Joolsy, Joolsy, et j'y suis allé.
Et c'était incroyable. L'album s'appelle Interstellar Troubadour. C'est de la pop rock. C'est assez planant en fait. Il y a un côté un petit peu David Bowie. Et sur scène, vous avez donc un batteur derrière, un contrebassiste qui joue aussi de la basse, un pianiste et puis lui il a la guitare et au piano en même temps. Il y a des titres très sympas, il y a le Cosmonaute des Faubourgs, il y a Astéroïde, etc. Donc c'est un bon moment. On peut évidemment le trouver en CD, en vinyle. Moi j'ai pris le CD forcément. Et sur les plateformes. Et il sera en concert au Solidaise. Donc je pense que c'est en juin, enfin avant l'été. Voilà. Super, donc un coup de cœur pour Jules C, qui est un chanteur qui chante les étoiles. Les étoiles, ouais. Et c'est un très bel univers. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Les éphémérides radio de Ciel et Espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre application d'écoute préférée. Soutenez Ciel et Espace en vous abonnant sur notre site web www.cielespace.fr. Nous nous retrouvons bien entendu le mois prochain pour une nouvelle émission.